Le matin battait son plein au Café du Rhône, ce petit refuge au cœur de Lyon où les arômes de café chaud se mêlaient aux éclats de conversation. Amélie Moreau venait d'enchaîner 3 commandes d'affilée quand son regard se posa sur lui, l'homme en costume bleu marine, assis seul près de la grande baille vitrée. Quelque chose, dans sa posture tranquille, éveilla en elle un souvenir diffus. Était-ce la façon dont il passait machinalement la main dans ses cheveux sombres? Ou son regard perdu vers le fleuve, comme s'il cherchait une réponse dans le courant? Amélie secoua la tête. 6 ans à servir des expressos au centre-ville, et les visages finissent par se fondre les uns dans les autres. Table 4, un nouveau café, lança Claire, la gérante, la tirant de sa rêverie. Amélie attrapa la cafetière d'une main, repoussa une mèche de cheveux châtains derrière son oreille, et se faufila entre les tables avec l'élégance discrète de celle qui a appris à survivre dans le chaos. Elle n'avait que 28 ans, mais la fatigue de ses doubles journées pesait dans chacun de ses gestes. Dans la poche de son tablier, un carnet, 3 stylos, et quelques pourboires qui, espérait-elle, suffiraient à payer la facture d'électricité du mois. Encore un peu de café, demanda-t-elle doucement. L'homme leva les yeux et, l'espace d'un instant, le temps sembla suspendu. Ses iris d'un bleu clair évoquaient les étés de son enfance à Saint-Laurent-sur-Saône, là où elle avait grandi. Il y avait quelque chose d'infiniment familier dans ce regard, mais la reconnaissance lui échappa, comme un rêve au réveil. « S'il vous plaît » répondit-il d'une voix grave, mesurée. Son regard s'arrêta sur son badge. « Merci, Amélie. » La manière dont il prononça son prénom fit naître un frisson dans son dos. « Bonne dégustation » dit-elle en esquissant un sourire professionnel avant de se tourner vers une autre table. Derrière elle, l'homme la suivait des yeux, son visage traversé par une émotion fugace avant qu'il ne retrouve son expression neutre et se replonge dans le dossier affiché sur sa tablette. La matinée s'acheva avec les pieds endoloris et une poignée de pièces dans son tablier. Mais sur la table du mystérieux inconnu, elle découvrit quelque chose d'étrange, un billet de 20 € pour un café à 4, et glissé dessous, une carte de visite. Julien Renaud, Renaud Capital. Aucune note, aucune mention. Juste un nom, comme un fil laissé à suivre. Dans le métro du retour vers son petit studio de vie urbaine, Amélie gardait la carte dans sa main. Elle savait reconnaître les grandes entreprises de la finance lyonnaise, et Renaud Capital en faisait partie. Pourquoi un homme de ce monde laisserait-il sa carte à une serveuse? Le soir, alors que la pluie tapotait contre la vitre, elle sortit la carte et ouvrit son ordinateur portable. Une recherche rapide lui coupa le souffle. Julien Renaud n'était pas un simple cadre, il en était le fondateur. Un magnate de la finance, estimé à plusieurs milliards d'euros. Son visage apparaissait sur les photos de galas de charité, d'inauguration d'immeubles, de conférences économiques. Et ce regard, ces yeux bleus? Pourquoi lui rappelait-il un passé qu'elle croyait enfoui? Un éclair illumina la pièce. Et soudain, le souvenir remonta, un garçon aux genoux écorchés, un ruisseau, des rires d'été. Jules Renaud, son voisin et meilleur ami jusqu'à ses 12 ans, avant que sa famille ne disparaisse du jour au lendemain après la fermeture de l'usine locale. Impossible, murmura-t-elle, le cœur battant. Le lendemain, elle arriva au café plus tôt que d'habitude. Et quand elle sortit de la réserve, il était là. À la même table. Leur regard se croisa, et cette fois, il ne chercha pas à détourner les yeux. Le cœur d'Amélie battait si fort qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre. Elle prit une inspiration, attrapa la cafetière et s'approcha de la table comme si de rien n'était. « Bonjour, encore un café » demanda-t-elle, la voix plus stable qu'elle ne l'aurait cru. Julien leva les yeux, et un léger sourire étira ses lèvres. « Oui, merci. Et, je dois avouer que j'espérais vous revoir. » Amélie sentit ses doigts se crisper sur la poignée de la cafetière. « Vous avez laissé votre carte hier, » dit-elle simplement. « Je sais. Je n'étais pas certain que vous vous souveniez de moi. » Cette phrase la frappa en plein cœur. Elle le fixa, cherchant au fond de ses traits d'homme d'affaires l'enfant qu'elle avait connu. Puis elle murmura, la gorge serrée. « Jules Renaud, du vieux quartier de Saint-Laurent ?» Le sourire qui se dessina alors sur son visage dissipa tout doute. « Ça fait longtemps, Amélie. » 16 ans s'étaient écoulés, mais son regard avait toujours cette chaleur, ce mélange de timidité et de tendresse qui jadis lui faisait oublier le monde. Avant qu'elle ne puisse répondre, un groupe de touristes entra en riant, et Claire l'appela aussitôt. « Je finis à 15 heures, lança-t-elle à la hâte. « Je t'attendrai, répondit-il doucement. Les heures suivantes furent interminables. Elle servait les clients mécaniquement, tandis que les souvenirs affluaient, la cabane dans le vieux chêne, les après-midi passés à construire des radeaux sur le ruisseau, le jour où il l'avait défendu contre des garçons plus grands qu'eux. Et ce dernier matin où il n'était jamais revenu, la laissant sans adieu, juste un vide dans le cœur. Quand l'horloge marqua 15 heures, Amélie détacha son tablier, inspira profondément et sortit par la porte du personnel. Il était là, debout devant la vitrine, les mains dans les poches de son manteau, le visage éclairé par le soleil de l'après-midi. « Tu es venu, dit-il. Je devais savoir. »
Ils marchèrent le long des quais du Rhône, en silence d'abord. Julien avait quitté le costume strict pour une veste plus simple, mais il restait ce décalage entre eux, elle en tenue de serveuse, lui symbole de réussite. 16 ans, souffla-t-elle enfin. C'est long pour disparaître sans un mot, Jules. Il baissa la tête, honteux. Je sais. Tout est allé si vite. Mon père a tout perdu quand l'usine a fermé. Il n'a pas supporté de rester dans la même ville après ça. Tu aurais pu écrire. Sa voix trembla malgré elle. J'ai attendu des semaines. Julien s'arrêta et la regarda droit dans les yeux. Je l'ai fait, Amélie. Cette lettre cette première année. Quand tu n'as jamais répondu, j'ai cru que tu m'avais oublié. Des lettres? Mais je n'ai jamais rien reçu. Je les ai envoyées à l'adresse de ta grand-mère. Un éclair de compréhension passa dans son regard. Mamie Élise? Elle ne m'a jamais rien dit. Elle a dû croire qu'elle me protégeait. Ils reprirent leur marche, silencieux, tandis qu'une brise douce faisait danser les feuilles au bord du fleuve. Et toi, demanda-t-elle enfin. Comment le petit garçon du ruisseau est devenu le PDG de Renault Capital? Un rire bref lui échappa. Rien de magique, je t'assure. Après Lyon, on a déménagé à Lille. Mon père travaillait comme gardien de nuit dans une tour de bureau. C'est là que j'ai découvert les journaux financiers. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait ce monde. Une bourse, un stage, puis l'université, et le reste s'est enchaîné. Il marqua une pause, le regard perdu vers les collines. Mais à quel prix? Mon père est mort d'une crise cardiaque pendant ma 2e année d'études. Maman est partie 3 ans plus tard. Amélie posa doucement sa main sur son bras. Je suis désolé, Jules. Je ne savais pas. Comment aurais-tu pu, répondit-il avec un sourire amer. Ils s'arrêtèrent dans un petit parc au bord de l'eau. Le contraste entre eux était saisissant, son manteau sur mesure, ses chaussures cirées, et elle, avec ses mains encore tachées de café. Pourtant, le silence entre eux n'était pas lourd. Il y avait quelque chose de familier, une paix fragile retrouvée. Pourquoi tu n'as rien dit hier? Quand je t'ai servi le café. Julien inspira lentement. J'avais un doute, jusqu'à ce que je voie la petite tache de naissance près de ton poignet. Tu l'as encore. Amélie baissa les yeux. Il ajouta. Hier soir, j'ai regardé de vieilles photos. Je savais que c'était toi. Elle secoua la tête, émue. Alors pourquoi revenir? Parce que, je devais comprendre ce que je cherchais encore dans tout ce succès. Je pensais venir prendre un café avant une réunion importante, mais quand je t'ai vu, c'était comme un rappel. Un moment de silence les enveloppa. Le vent fit frémir les arbres. J'ai tout ce qu'on peut désirer, Amélie, et pourtant, je me sens vide. Elle croisa son regard, cette fois sans détourner les yeux. Et dans ce bleu intense, elle reconnut non pas le financier redouté, mais le garçon qui, un été, lui avait promis qu'il reviendrait. Le lendemain matin, la pluie tombait fine sur les pavés de Lyon. Amélie, les cheveux encore humides, essuyait les tables du café du Rhône quand un message clignota sur son téléphone. Dîner ce soir? Il y a tant à dire. JR. Elle resta immobile un instant, le cœur battant. Un dîner avec Julien Renaud? L'homme qui figurait dans les magazines économiques, invité aux conférences où on parlait d'investissement, pas d'amour perdu. Elle rangea le téléphone dans sa poche sans répondre, incapable de se décider. Mais le soir venu, devant sa petite armoire, elle finit par enfiler une robe vert olive, simple, élégante, presque oubliée depuis des années. Le reflet dans le miroir lui renvoya une image d'elle-même qu'elle ne reconnaissait plus, celle d'une femme qui avait cessé de rêver, mais qui, ce soir-là, osait à nouveau espérer. Le restaurant qu'il avait choisi, le jardin secret, se nichait dans une ruelle discrète du vieux Lyon. L'atmosphère y était feutrée, éclairée par des bougies et des guirlandes suspendues. Julien s'était déjà installé, vêtu d'un costume sobre, mais sans la rigidité des rendez-vous d'affaires. Lorsqu'il la vit entrer, il se leva aussitôt. « Tu es magnifique, Amélie. » Elle rougit légèrement. « C'est juste une vieille robe. »« Non. C'est toi qui la rends belle. » Ils s'assirent à une table isolée, entourée de plantes grimpantes. « J'ai demandé au chef de préparer un plat un peu particulier, dit-il. Inspiré du bistrot de la gare, tu te souviens? Celui où on économisait pour se partager un crumble au mur? » Elle eut un sourire ému. « Oui. On pensait que c'était le meilleur dessert du monde. »« Je n'en ai jamais retrouvé un pareil, » répondit-il doucement. Les premières minutes furent hésitantes, puis les souvenirs reprirent vie, leurs étés au bord du ruisseau, les feux d'artifice, les secrets d'enfants. Leurs rires s'entremêlèrent jusqu'à faire oublier les années perdues. Mais la conversation prit vite un ton plus grave. Amélie posa ses couverts et le regarda droit dans les yeux. « Hier, tu m'as parlé de mon ancienne maison, de cette propriété au bord du ruisseau. Je n'y suis jamais retourné. Trop de souvenirs. » Julien hocha la tête. « C'est justement de ça dont je voulais te parler. » Il sortit une tablette de sa serviette et fit glisser quelques documents. « Cette terre appartient aujourd'hui à Renault Capital Développement.
Une filiale de ma société. Et c'est moi qui ai autorisé son rachat. Elle resta figée. Tu veux dire que tu possèdes ma maison d'enfance? Il soupira. Techniquement, oui. Mais je ne savais pas que c'était la tienne. Les dossiers étaient gérés par un certain Kyle Winter, un directeur régional. Il a acheté plusieurs terrains à bas prix, soi-disant pour des projets écologiques. Mais hier soir, j'ai découvert des anomalies. Des pressions sur des familles endettées, des contrats signés dans des conditions douteuses. Amélie sentit la colère monter. Mon père était malade à cette époque. Le cancer? Il s'est battu pour ne pas vendre. Mais les dettes. Sa voix se brisa. Tu veux dire qu'on l'a poussé à céder la maison pendant qu'il était mourant? Julien ferma les yeux. Oui. Et je ne peux pas le changer. Mais je peux réparer. Elle se leva brusquement, les larmes aux yeux. Réparer? En me rendant ce qui m'appartenait? Avec un chèque? C'est ça, la manière des gens de ton monde? Non, Amélie. Je veux comprendre. Revenir sur place. Voir ce qu'on a détruit. Et si tu acceptes, je veux que tu viennes avec moi. Elle secoua la tête, perdue entre rage et espoir. Pourquoi moi? Parce que sans toi, tout ça n'aurait aucun sens. Parce que c'est là-bas que tout a commencé. Et parce que je te dois la vérité. Le silence retomba. Dehors, la pluie s'était arrêtée. Le bruit de l'eau sur les pavés avait laissé place à la musique lointaine d'un violoniste de rue. Julien tendit la main. Viens à Saint-Laurent demain. Si tu refuses, je comprendrai. Mais si tu viens, on pourra enfin remettre les choses à leur place. Elle resta immobile un long moment avant de murmurer. Demain. Mais pas pour toi, Jules. Pour mon père. Le lendemain matin, à l'aéroport de Bron, un jet privé attendait sur le tarmac. Julien vérifia sa montre 8h45. Le chauffeur qui l'avait envoyé chercher Amélie aurait dû arriver depuis 30 minutes. Il s'apprêtait à monter à bord quand son téléphone sonna. « Votre chauffeur est têtu », dit la voix d'Amélie. « Il refuse de repartir tant que je ne t'appelle pas. » Julien sourit, soulagé. « Alors, j'ai encore des questions. Et je veux des réponses. » Lorsque la voiture s'arrêta au pied du jet privé, Amélie hésita une seconde avant de descendre. Le vent du matin fouettait ses cheveux, et le rugissement sur des turbines emplissait l'air d'une tension presque solennelle. Julien se tenait au bas de la passerelle, sans costume cette fois, seulement une chemise claire retroussée aux manches. « Dernière chance pour faire demi-tour », dit-il avec un demi-sourire. Amélie redressa les épaules. « Je ne fais pas ça pour toi, Julien. Je le fais pour mon père. » Il hocha la tête. « C'est tout ce que je demande. » Le vol vers Saint-Laurent-sur-Saône dura moins d'une heure, mais l'atmosphère à bord semblait suspendue. Amélie observait les nuages défiler par le hublot, tentant d'ignorer la nervosité qui la gagnait. Julien, de son côté, relisait des rapports sur sa tablette. Le silence entre eux n'était pas pesant ou plutôt un fil invisible tendu entre le passé et ce qu'ils allaient affronter. Quand l'avion atterrit, une voiture les attendait déjà sur le tarmac. Le paysage défila, les collines, les routes familières, les champs qu'Amélie n'avait pas vus depuis plus d'une décennie. Le cœur serré, elle murmura. Tout paraît plus petit qu'avant. Julien eut un sourire triste. Peut-être que c'est nous qui avons grandi. Ils traversèrent le centre du village, les vitrines poussiéreuses, le cinéma transformé en dépôt, la boulangerie fermée. Là où résonnaient autrefois les rires, le silence avait pris racine. C'est ici que j'ai appris à rêver, souffla Amélie. Alors on va essayer de redonner vie à ses rêves, répondit Julien doucement. Ils quittèrent la route principale pour rejoindre le vieux chemin menant au ruisseau. Un panneau flambant neuf indiquait « Propriété privée, Renault Développement écologique ». Amélie sentit la colère remonter. Même le mot écologique a l'air d'un mensonge ici. Julien coupa le moteur. « Tu as raison. Allons voir ce qui se cache derrière ces mots. » Ils franchirent la barrière et s'avancèrent jusqu'à l'ancienne ferme familiale. Le bâtiment tenait encore debout, mais ses pierres couvertes de mousse et les fenêtres béantes semblaient pleurer l'absence des voix d'autrefois. Amélie entra la première. Chaque pas faisait craquer le plancher. Dans la cheminée éteinte, elle crut encore sentir l'odeur du bois brûlé. « Papa s'asseyait ici tous les soirs », murmura-t-elle. Julien resta à distance respectueuse. Il aurait détesté voir la maison comme ça. Elle s'arrêta devant l'escalier, ses doigts effleurant la rampe. Tout a été vendu. Même l'horloge de mon grand-père. On avait pourtant noté dans le contrat que les meubles ne faisaient pas partie de la vente. Julien fronça les sourcils. Ce n'est pas normal. Kyle Winter devait le savoir. Il sortit son téléphone, composa un numéro et s'éloigna un instant. Amélie monta à l'étage. Sa chambre d'enfant était presque vide, mais sur le mur restaient encore les traces décolorées de posters d'océans et de constellations. Par la fenêtre, elle aperçut les ruines de la vieille cabane perchée dans le chêne. Une vague d'émotion la submergea. Julien la rejoignit quelques minutes plus tard, le visage fermé. « J'ai eu Michael, mon associé.
Il a découvert des choses graves. Quoi encore, demanda-t-elle, redoutant la réponse. Ton père, et d'autres familles de la région, ont été victimes d'une fraude. Les contrats signés n'étaient pas ceux qu'ils croyaient. Les documents originaux prévoyaient qu'ils gardent une part des droits miniers, mais Winter les a remplacés avant la signature. Amélie sentit un frisson parcourir son dos. C'est criminel. Oui. Et il va devoir répondre de ses actes. Il lui montra des dossiers sur sa tablette, des relevés bancaires, des courriels interceptés, des preuves irréfutables. Regarde ça, dit-il en désignant une carte géologique. À première vue, il s'agit d'un terrain sans grande valeur. Mais en réalité, le sous-sol contient des minéraux rares, du néodyme, du dysprosium indispensable aux technologies modernes. Winter voulait les exploiter en secret. Amélie porta la main à sa bouche. Mon père est mort en croyant avoir tout perdu, alors qu'il vivait sur une fortune. Julien baissa les yeux. Je suis désolé, Amélie. Si j'avais su... Elle secoua la tête. Ce n'est pas toi qui l'as tué, Julien. Mais c'est ton monde qui l'a écrasé. Il s'agenouilla devant elle. Alors aide-moi à le réparer. On va tout suspendre. Plus aucun chantier ici. Je veux rendre les terres aux familles, ou les indemniser correctement. Et créer une fondation au nom de ton père, pour reconstruire Saint-Laurent. Elle le fixa, méfiante. Et toi? Qu'est-ce que tu y gagnes? Un silence. Puis, d'une voix basse. Peut-être une chance de redevenir quelqu'un de bien. Avant qu'elle ne puisse répondre, un grondement de moteur les fit sursauter. Une berline noire s'arrêta devant la maison. Julien pâlit. C'est Winter. Amélie se retourna brusquement. Un homme en costume sombre sortit du véhicule, l'air furieux. Julien, lança-t-il d'une voix glaciale. J'espérais que tu ne viendrais pas mettre ton nez ici. Julien fit un pas en avant. C'est fini, Kyle. Les projets de Saint-Laurent sont suspendus. Tes manœuvres sont à découvert. Winter esquissa un sourire froid. Tu crois pouvoir me renvoyer sans preuve? Le conseil d'administration ne te suivra pas. Détrompe-toi, répondit Julien calmement. Les preuves sont entre les mains des autorités depuis ce matin. Et ta société écran aux îles Caïmans aussi. Le visage de Winter se décomposa. Son téléphone vibra, il ne décrocha pas. C'est terminé, Kyle. Pendant un instant, tout sembla figé. Puis l'homme remonta en voiture, sans un mot. Amélie et Julien restèrent là, silencieux, tandis que le bruit du moteur s'éloignait dans le crépuscule. Et maintenant, demanda-t-elle enfin. Julien tourna vers elle un regard apaisé. Maintenant, on reconstruit. Pas seulement cette ville, mais tout ce qu'on a laissé derrière nous. Le soleil déclinait lentement sur la vallée de la Saône, enveloppant la vieille ferme d'une lumière dorée. Le silence, après la confrontation avec Kyle Winter, paraissait presque irréel. On entendait seulement le murmure du vent dans les peupliers et, au loin, le clapotis du ruisseau. Amélie s'assit sur la marche du perron, les bras entourant ses genoux. Julien se tenait debout à quelques mètres, les mains dans les poches, le regard fixé sur la ligne d'horizon. « Tu crois vraiment que tout ça peut être réparé ?» demanda-t-elle d'une voix lasse. Julien s'approcha lentement. « Je ne sais pas encore comment, mais je le veux. Pour ton père. Pour les familles. Pour toi. » Elle leva les yeux vers lui. « Tu parles comme si tu pouvais tout effacer d'un trait de plume. Mais certaines blessures ne se soignent pas avec des promesses. » Il hocha la tête. « Tu as raison. Alors laisse-moi au moins essayer. » Ils restèrent là un moment sans parler, chacun perdu dans ses pensées. Le ciel se teinta de rose et de cuivre, rappelant les soirées d'autrefois, quand deux enfants observaient les nuages et s'inventaient un avenir. Julien finit par briser le silence. « Je me souviens de ce qu'on disait, dans la cabane. Que si un jour on devenait grand, on sauverait le village. Tu voulais être scientifique, moi aventurier. Et regarde-nous maintenant. » Amélie esquissa un sourire. « Tu es devenu le genre d'aventurier qui signe des contrats à plusieurs zéros. Et moi, une serveuse qui sait faire 3 cappuccinos en moins d'1 minute. Ce n'est pas une défaite, Amélie. C'est juste une étape. » Elle haussa les épaules. « Peut-être. Mais je ne veux pas que ta culpabilité fasse de moi un projet de rédemption. » Julien s'accroupit devant elle, son regard plongé dans le sien. « Ce n'est pas de la culpabilité. C'est de la gratitude. Tu m'as rappelé ce que j'avais oublié. Que tout ce que je bâtis ne vaut rien si je perds mon humanité. » Un léger frisson la parcourut. Elle voulut parler, mais sa gorge se serra. Alors elle posa simplement sa main sur la sienne. Le geste était simple, mais portait 16 ans d'absence, de regrets et de souvenirs. Le lendemain, Julien organisa une réunion d'urgence avec son équipe juridique. Dans la grande salle du conseil, les visages étaient tendus. « Messieurs, mesdames, commença-t-il, à partir d'aujourd'hui, tous les projets de Renault Capital à Saint-Laurent sont suspendus. Nous allons rouvrir chaque dossier, indemniser chaque famille et coopérer avec les autorités. » Les murmures fusèrent. « Mais cela va coûter des millions » s'exclama un actionnaire.
Julien répondit calmement, et cela rendra à des familles ce qui leur a été volé. Je préfère perdre de l'argent que mon âme. L'après-midi, il rejoignit Amélie sur le terrain. Elle observait les ingénieurs quitter les lieux, rangeant leurs plans et leurs machines. « Tu as vraiment tout arrêté ?» demanda-t-elle. « Oui. Et je vais créer la fondation Georges Moreau, au nom de ton père. Elle financera la reconstruction du village, la réhabilitation de l'école, et des programmes de formation pour les jeunes. » Amélie resta silencieuse, émue. « Et si on découvre d'autres gisements ?» murmura-t-elle. « Alors ils seront exploités avec transparence, et les bénéfices iront à la communauté. Je veux que Saint-Laurent revive, pas qu'il serve d'excuse à mes erreurs. » Elle le regarda longuement, puis demanda. « Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire, après tout ça ?» Il prit une inspiration. « Je vais déplacer mon département de développement durable ici, en région lyonnaise. J'ai passé trop de temps à diriger depuis une tour d'acier à Paris. Il est temps de revenir sur le terrain. » Un rire nerveux lui échappa. « Tu comptes vraiment t'installer ici? Disons, entre ici et Lyon. Et puis, il faut bien quelqu'un pour superviser la fondation, non ?» Amélie arqua un sourcil. « Je suppose que tu as déjà une idée de qui pourrait occuper ce poste. » Il sourit. « Peut-être une certaine serveuse brillante, débrouillarde, et un peu têtue. » Elle secoua la tête, mais ne put retenir un sourire. « Je vais y penser. » La semaine suivante, la maison familiale retrouva vie. Des artisans repeignaient les murs, des bénévoles nettoyaient le jardin. Julien avait tenu parole, plus de bureaux de promoteurs, plus de promesses creuses. Amélie, carnet à la main, coordonnait les travaux, étonnée de l'énergie qu'elle y mettait. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait utile autrement qu'à travers un plateau de café. Un soir, alors qu'elle rangeait des documents dans le salon, Julien entra, les manches retroussées, couvert de poussière. « On a fini d'installer les panneaux solaires sur le toit du futur centre communautaire. »« Toi, sur un toit » plaisanta-t-elle. « Oui, j'ai encore 2 bras fonctionnels. Et j'ai voulu me rappeler ce que ça fait de construire quelque chose de ses mains. » Leurs rires se mêlèrent. Le soleil couchant baignait la pièce d'une lumière douce. Julien s'approcha lentement. « Amélie, tu sais, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Même quand tout semblait m'éloigner de mes origines. » Elle sentit sa gorge se serrer à nouveau. « Peut-être qu'on ne peut pas effacer le passé, Julien. Mais on peut choisir ce qu'on en fait. » Il acquiesça. « Alors choisissons bien. » 6 mois plus tard, le paysage de Saint-Laurent-sur-Saône avait changé. Là où s'étendaient autrefois des terrains à l'abandon s'élevait désormais un centre communautaire flambant neuf, alimenté par des panneaux solaires, bordé de jardins fleuris et d'un atelier de formation. Sur la façade, en lettres sobres. Fondation Georges Moreau, pour la terre et les hommes. Amélie observait la scène depuis le perron de l'ancienne ferme restaurée. Les rires des enfants résonnaient au loin. Des bénévoles plantaient des arbres, tandis que des familles signaient les nouveaux contrats de restitution de terrain. Julien, vêtu d'une chemise roulée au coude, discutait avec un ingénieur, un plan dans les mains. Son expression, autrefois tendue, semblait enfin apaisée. Quand il la rejoignit, le crépuscule teintait le ciel de reflets orangés. « Tu devrais venir voir la salle des cours, » dit-il en souriant. « On vient d'y installer les ordinateurs pour la formation en énergie renouvelable. » Amélie hocha la tête, les yeux brillants. « C'est plus que ce que j'espérais. Papa aurait été fier. » Julien posa une main sur son épaule. « C'est grâce à toi que tout ça existe, Amélie. C'est toi qui m'as rappelé ce que signifie faire les choses pour de bonnes raisons. » Elle le regarda longuement, touchée. « Et toi, tu as tenu parole. Tu as redonné à ce village son cœur. » Il sourit. « Il me manquait un moteur, c'est tout. » Un silence paisible s'installa, ponctué par le chant des grillons. « Tu te rends compte, reprit-elle doucement. Tout a commencé à cause d'une tasse de café. » Julien rit. « Non, pas à cause du café. À cause du choix. Tu as choisi de me parler. J'ai choisi de te laisser ma carte. Et depuis, on a cessé de choisir l'un et l'autre, encore et encore. » Amélie esquissa un sourire timide. « Alors, notre prochain choix, c'est quoi ?» Julien plongea son regard dans le sien, ce bleu qu'elle avait appris à redécouvrir, ni celui de l'homme d'affaires ni celui du garçon d'autrefois, mais celui d'un homme qui avait retrouvé son ancrage. Dîner. Puis une promenade jusqu'à la cabane. J'ai quelque chose à te montrer. Ils quittèrent la ferme main dans la main. La nuit tombait doucement sur la vallée, parsemée de lucioles. Au bord du ruisseau, la vieille cabane avait été reconstruite, planches neuves, guirlandes lumineuses, quelques dessins d'enfants accrochés au mur. Amélie monta l'échelle en riant. « Tu l'as refaite ? Exactement comme avant. » « Pas tout à fait, » répondit-il en montant à son tour. « Celle-ci a l'électricité solaire. » Elle éclata de rire, puis se tut en découvrant le petit cadre posé sur la table, une photo d'eux enfants, les pieds dans l'eau, souriant à l'objectif. « Je l'ai retrouvée dans une vieille boîte de ta grand-mère, » expliqua Julien.
Amélie sentit ses yeux se remplir de larmes. C'était l'été avant ton départ. Oui. L'été où j'ai promis que je reviendrais. J'ai mis 16 ans, mais me revoilà. Elle s'approcha, les mains tremblantes. Et maintenant? Maintenant, je ne compte plus partir. J'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours. Pas dans mes tours de verre ou mes chiffres, mais ici, dans ces terres, et dans ton regard. Il se pencha lentement. Leurs lèvres se rencontrèrent, d'abord hésitantes, puis sûres, comme si le temps avait attendu ce moment. Le monde sembla se dissoudre autour d'eux, plus de passé à réparer, plus de peur de l'avenir. Seulement eux, deux âmes réunies par la patience du destin. Quand ils se séparèrent, la lumière des guirlandes vacillait doucement, et le ruisseau chantait en contrebas. Amélie sourit à travers ses larmes. Tu sais, je crois que papa avait raison. Il disait toujours que les vraies choses finissent par revenir à leur place. Julien lui prit la main. Alors restons là, à notre place. Ensemble. Quelques mois plus tard, la Fondation Moreau-Renault devint un modèle d'économie solidaire. Les anciens employés du village travaillaient à la production d'énergie verte, les jeunes apprenaient des métiers d'avenir, et les familles retrouvaient dignité et stabilité. Julien partageait désormais son temps entre Lyon et Saint-Laurent, tandis qu'Amélie terminait sa licence en gestion environnementale. Leur relation, loin des projecteurs, se construisait dans la simplicité. Les repas partagés, les promenades au bord du ruisseau, les réunions communautaires où ils riaient des petits chaos du quotidien. Un soir, alors qu'ils rentraient main dans la main, Amélie s'arrêta devant la fenêtre du centre illuminé. « Regarde, dit-elle. Tu te souviens de ce qu'on rêvait dans la cabane? Aider les gens, réparer les injustices, rendre le monde un peu meilleur. On y est presque. » Julien lui serra la main. « Non, Amélie. On y est. » Elle posa sa tête sur son épaule, et ils restèrent là, à contempler les lumières de Saint-Laurent, symbole d'un nouveau départ. Parce qu'au fond, les plus belles histoires ne naissent pas d'un miracle, mais d'un simple geste de bienveillance. Et celle-ci avait commencé un matin banal, quand une serveuse avait offert une tasse de café à un inconnu. Qui, sans le savoir, lui rendrait le monde.